Parfois, mieux vaut ne pas être trop autoritaire au risque d'en payer le prix. Dans cet épisode de Killers, petit meurtre entre collègues, une femme à poigne, devenue l'agent immobilier des stars. Elle voulait non seulement être incontournable, mais aussi qu'on parle d'elle. Et c'était le cas. Elle était très particulière. Dont l'intransigeance légendaire ne lui vaut pas que des amis. Elle avait été frappée à la tête. Les enquêteurs chargés de faire la lumière sur sa mort vont se retrouver plongés dans le monde feutré de l'élite new-yorkaise et découvrir un univers aussi fascinant qu'impitoyable. On se serait cru dans un roman d'Agatha Christie. Tout le monde avait de bonnes raisons de vouloir sa mort. Dans une enquête, il faut envisager toutes les possibilités. Mardi 30 octobre 2007, toute la ville de New York s'apprête à fêter Halloween. La 5e avenue est de loin l'artère la plus huppée de la ville de New York, avec Park Avenue, qui est juste à côté. Elle longe Central Park et se trouve à quelques pas du Metropolitan Museum of Art et du musée Guggenheim. Très peu de gens ont les moyens de vivre dans ce quartier. Il y a très peu de criminalité. C'est l'un des secteurs les plus luxueux de la ville de New York, mais aussi de tout le pays. Pourtant, une famille vivant dans ce quartier privilégié est en train de vivre un véritable cauchemar. Peu avant 22h30, une jeune femme paniquée appelle la police. Police operator 1142 at emergency. Hello? Please, I need an ambulance. Okay, what happened in there? My mom, she's dead, I think. Help me, help me. Hello? En rentrant chez elle, elle a retrouvé sa mère dans une mare de sang au pied des escaliers. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer. La police se rend immédiatement sur place, dans un appartement terrasse de l'Upper East Side. En arrivant, ils ont tout de suite constaté que la victime était morte. Il n'y avait aucun pouls et elle ne respirait plus. Mais impossible de savoir ce qui avait pu se passer. Elle portait un hoodie dont la capuche lui couvrait la tête. Il y avait une mare de sang par terre, ce qui pouvait vouloir dire plusieurs choses. Mais tant que le médecin légiste n'est pas là, on a comme consigne de ne toucher à rien. Elle pouvait très bien être tombée dans les escaliers et s'être cognée la tête. Mais d'après les premières constatations, il ne s'agit pas d'un accident. Ce scénario a été abandonné quand ils ont découvert qu'il y avait des trous au niveau de la capuche, consécutifs à des traumatismes contondants. Cette femme n'était pas tombée. Elle avait été battue à mort. Quelqu'un qui se fait battre à mort et qu'on abandonne dans une mare de sang, ça n'arrive jamais sur la 5e avenue. L'identité de la victime est d'autant plus surprenante. Il s'agit d'une des grandes figures de New York, Linda Stein, 62 ans. Linda Stein était connue de tous. Elle était l'une des figures emblématiques de la haute société new-yorkaise. Elle faisait partie de cette génération issue de la banlieue qui, à la fin des années 60, début des années 70, avait tenté sa chance à New York et qui, en général, avait réussi dans le milieu du spectacle. Des gens comme, par exemple, Neil Diamond, Carole King ou Phil Spector. Linda Stein est la fille d'un traiteur cachère. Elle est née à Manhattan, mais a grandi dans le Bronx. Elle vivait en banlieue et menait une vie bien tranquille et bien rangée, comme toutes les jeunes filles juives de la classe moyenne. Après le lycée, elle n'a pas cherché à quitter son quartier. À 20 ans, elle était institutrice dans le Bronx. Mais ça n'a duré qu'un temps. À la fin des années 60, Linda compte parmi ses élèves la nièce de Seymour Stein, un producteur de musique en pleine ascension. Sa vie va alors prendre une tournure inattendue. Son label s'appelait Sire Records et c'était l'un des plus avant-gardistes de son époque. D'ailleurs, il existe toujours. Il était l'un des grands noms de l'industrie du disque des années 70, mais il venait du même milieu que Linda.
Ils ont tout de suite accroché et ont commencé à sortir ensemble. Il lui a fait découvrir la scène musicale new-yorkaise. Elle est tombée amoureuse de ce milieu et elle a rapidement quitté son poste d'institutrice. Elle s'est installée à Manhattan et sa vie a changé du tout au tout. Elle s'est mise à évoluer dans le milieu du rock'n'roll et de la contre-culture. Elle a embrassé le mouvement underground alors qu'il était en pleine apogée, non seulement à New York, mais aussi dans le monde entier. C'était la grande époque d'Andy Warhol, et elle en était l'une des figures. Elle connaissait tout le monde. Elle était très amie avec Elton John. Avec le temps, ils sont devenus très proches. En 1971, Linda a 26 ans et Seymour en a 29. Ils décident de se marier et de travailler ensemble. Seymour est le grand gourou de la musique. Il a découvert de nombreux artistes. Dépêche Mode, c'est lui. Il a signé Madonna. Et la liste est encore longue. C'étaient des gens ordinaires qui avaient réussi. Ils faisaient partie de la communauté branchée de la ville la plus branchée du monde. Et une fois mariés, ils sont devenus des figures incontournables. C'était un couple influent. Les grandes fêtes organisées par Linda étaient devenues une institution. Et elle s'est mise elle aussi à la production. Elle s'est lancée dans la musique avec son amie Danny Fields. C'est elle qui a découvert The Ramones. The Ramones, c'était la quintessence même du groupe punk rock new-yorkais des années 70. Linda leur a signé des concerts dans le monde entier et a fait d'eux l'un des plus grands groupes underground des années 70. Linda et Seymour donnent naissance à 2 filles, Mandy et Samantha. Mais leur couple ne va pas durer. Linda et Seymour étaient un de ces couples typiques des années 70. C'est-à-dire que même une fois mariés, ils avaient des liaisons extra-conjugales, ce qui ne les a pas empêchés d'élever leurs enfants ensemble. Ils avaient leur propre vision du mariage et ils ont toujours été un couple très libre. Linda et Seymour se sont séparés en 79. Ils sont restés bons amis, mais leur divorce n'a pas été simple pour autant. Leur procédure de divorce a duré une 12aine d'années, probablement parce qu'aucun des deux ne voulait faire de concessions. Mais ils n'en étaient pas à s'entretuer comme dans la guerre des roses. Ils avaient des enfants en commun et Seymour prêtait main forte à Linda dans ses affaires. Après leur séparation, Linda se lance dans l'immobilier. On s'est connus à l'époque où je travaillais au Studio 54. Pour être agent immobilier, il faut avoir des relations et un bon carnet d'adresses, surtout à New York. Et Linda connaissait tout le monde. Madonna, Sting, Billy Joel, Christy Brinkley et j'en passe. Dans les années 80, Linda était en affaire avec tous les grands noms. Si bien qu'on a fini par la surnommer l'agent immobilier des stars. Et on parlait régulièrement d'elle dans la presse People. Elle était apparue dans Page Six, le magazine People, pas moins de 8 fois en une année. Elle voulait non seulement être incontournable, mais aussi qu'on parle d'elle. Et c'était le cas. Elle a eu la gentillesse de me prendre sous son aile. Grâce à son caractère impétueux et sa détermination à toute épreuve, Linda atteint une nouvelle fois des sommets. Mais alors qu'elle approche de la cinquantaine, elle est confrontée à une terrible épreuve. Au début des années 90, on lui a diagnostiqué un cancer du sein et elle a subi 2 mastectomies. Linda était déterminée. Elle faisait face quoi qu'il arrive. C'était une femme très douce, mais c'était aussi une vraie battante. Elle disait « Je serai plus forte que le cancer ». Elle a survécu à son cancer, mais elle ne s'en est jamais vraiment remise. En 2006, on lui a ensuite trouvé une tumeur au cerveau. Elle était bénigne, mais elle a commencé à avoir de sérieux problèmes de santé. Pourtant, ce n'est pas la maladie qui interrompra la vie de Linda. Elle vient d'être violemment assassinée, et les enquêteurs veulent comprendre pourquoi. Elle était revêche et se montrait acerbe avec tout le monde. Donc forcément, on s'est tous dit qu'elle avait dû se mettre quelqu'un à dos, ou qu'elle avait fait du tort autour d'elle. Elle pouvait aussi avoir éconduit un prétendant ou s'être montrée déloyale avec un concurrent. Vu la personnalité de Linda, tout était possible. On a interrogé sa fille pour savoir ce qui s'était passé exactement. Quand lui avait-elle parlé pour la dernière fois? Quand était-elle arrivée? C'était difficile d'avoir des réponses. Elle était effondrée comme n'importe qui à sa place. Mandy était réalisatrice de documentaires et travaillait à Los Angeles, mais au moment des faits, elle tournait à New York.
Ce soir-là, elle est rentrée chez sa mère vers 22h30. Mandy est rentrée à leur appartement terrasse sur la 5e. En arrivant, elle est montée, et c'est là qu'elle a trouvé sa mère face contre terre dans le salon. Sa capuche lui recouvrait la tête. D'après Mandy, sa mère ne respirait plus et il y avait du sang partout. Elle lui avait parlé plus tôt dans la journée. Mandy Stein nous a beaucoup aidés. Elle nous a donné le nom de tous ses proches. Mais comme elle était très affectée, cela a pris un certain temps. Pendant ce temps, le médecin légiste arrive sur les lieux pour déterminer la cause du décès. Elle a commencé à examiner le corps. Elle lui a retiré sa capuche. C'est là qu'elle a remarqué qu'elle avait des plaies à la tête. A priori, Linda avait été assassinée et elle était morte d'un traumatisme contondant. Là, on ne parlait pas d'une petite coupure ou d'une simple chute dans les escaliers. Elle avait de nombreuses blessures à l'arrière de la tête, ce qui pouvait vouloir dire qu'elle avait été attaquée par surprise. Elle a été frappée à mort environ 6 ou 7 fois avec un objet contondant. Le corps de Linda est emmené pour autopsie. Les enquêteurs se mettent à la recherche de l'arme du crime. Nous étions à la recherche d'un objet qui aurait pu causer de telles blessures. Ça pouvait être un tisonnier, un chandelier ou un vase. Quelque chose de suffisamment lourd pour infliger ce type de blessure. Mais ils n'ont rien trouvé. On a cherché partout dans l'appartement, mais impossible de mettre la main sur l'arme du crime. Tant qu'on n'avait pas les résultats de l'autopsie, on ne savait pas vraiment ce qu'on cherchait. Les enquêteurs relèvent cependant des éléments intéressants. Elle avait sa capuche sur la tête. Or, à l'école de police, on nous apprend que quand le tueur couvre la tête de sa victime, c'est en général parce qu'il la connaît. Il n'y avait pas eu d'effraction et il n'y avait aucune trace de lutte. Donc apparemment, elle avait laissé entrer son agresseur. En général, dans ces cas-là, il y a des traces de lutte. Les chaises sont renversées, il y a des objets cassés. Mais là, ce n'était pas le cas. Le tueur était avec elle dans l'appartement. On n'a retrouvé aucune empreinte digitale ni aucune trace de pas. Les techniciens n'ont rien relevé. Rien n'avait été volé. Donc pourquoi avait-on tué cette femme? La famille de Linda n'en a aucune idée. Ils étaient tous sous le choc. Linda avait effectivement un très fort caractère, mais ils ne lui connaissaient pas vraiment d'ennemis. Samantha et Mandy, les filles de Linda, m'ont appelé très tôt, le matin d'Halloween. Mandy m'a dit « Maman est morte ». Je lui ai répondu « Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, maman est morte ?» C'était complètement surréaliste. Les enquêteurs interrogent tous les résidents de l'immeuble, en espérant que l'un d'eux aura vu ou entendu quelque chose. Les voisins étaient sous le choc. Non seulement c'est un quartier très sûr, mais en plus, l'immeuble est entièrement sécurisé. On sait tout ce qui s'y passe et qui y entre. La 5e avenue est certainement le dernier endroit où l'on pourrait craindre de voir survenir un crime d'une telle violence. Malheureusement pour eux, personne n'avait rien remarqué d'anormal. Aucune nouvelle tête, aucune livraison. Absolument rien à signaler. Les enquêteurs apprennent tout de même que Linda était loin d'être appréciée de tous. Non seulement elle avait un très fort caractère, mais elle était souvent sèche et désagréable avec les gens. Nous avons parlé avec plusieurs employés de l'immeuble et ils nous ont dit que Madame Stein pouvait être très revêche. Il lui arrivait parfois d'être très désagréable avec les gens et de les mettre mal à l'aise. Même de l'avis de ses proches, elle parlait très mal à tout le monde et pouvait se montrer très cruelle. Elle était dure avec les autres. Elle était très particulière. Dieu sait si je l'adorais, mais elle avait un talent particulier pour braquer les gens. Quand elle s'y mettait, c'était une véritable mégère. Les enquêteurs découvrent que Linda avait récemment eu une altercation avec des ouvriers travaillant dans l'immeuble. Ils étaient en train de refaire la toiture de l'immeuble. Donc, il devait bien y avoir 30 ou 40 ouvriers sur le chantier. Ils travaillaient juste au-dessus de l'appartement de Linda et elle se plaignait beaucoup du bruit. Apparemment, elle s'en était même violemment pris à un des ouvriers qui avait eu le malheur de sonner chez elle.
Il s'était trompé d'étage et ont frappé chez elle. Mais pour elle, il n'avait rien à faire là. Linda aurait-elle poussé l'un d'entre eux à bout? Il la trouvait méchante. Elle passait son temps à se plaindre parce qu'il faisait trop de bruit à son goût. Elle les insultait, elle leur disait des choses du genre « Mais vous allez arrêter ce bazar? Foutez-moi le camp d'ici !» Ces altercations étaient quasiment quotidiennes. Quand ils ont appris sa mort, beaucoup de gens ont dit qu'elle avait probablement dû s'en prendre à la mauvaise personne. La liste des suspects s'allonge à mesure que l'enquête avance. Dans une enquête, il faut envisager toutes les possibilités. Cela fait maintenant plusieurs heures que Linda Stein, l'agent immobilier des stars, a été retrouvée assassinée chez elle. Et la police n'a absolument aucune piste. On se serait cru dans un roman d'Agatha Christie. Tout le monde avait de bonnes raisons de vouloir sa mort. La seule différence était que là, ça se passait dans l'Upper East Side de Manhattan, dans le milieu de l'immobilier et de l'industrie du rock. La victime avait trouvé le moyen de se faire des ennemis un peu partout. On a interrogé de nombreux employés de l'immeuble. Et d'après eux, Linda Stein pouvait parfois se montrer très revêche, voire très désobligeante avec eux. Du coup, ils avaient plutôt tendance à l'éviter. Les enquêteurs s'intéressent tout particulièrement à des ouvriers qui auraient eu une altercation avec Linda quelques jours avant sa mort. Cette histoire leur a immédiatement fait penser à une autre affaire de meurtre remontant à l'année précédente. L'actrice Adrienne Shelly s'était elle aussi fait tuer dans son appartement de Greenwich Village. Il s'est avéré que c'était un ouvrier qui l'avait tué. Donc, on s'est demandé si ça ne pouvait pas être un de ceux qui travaillaient dans son immeuble. On n'était pas après quelqu'un en particulier. Rien qu'avec les gens présents dans l'immeuble, on avait déjà beaucoup à faire. Donc on travaillait sur tous les suspects à la fois. On a interrogé le liftier et le concierge. Les ouvriers utilisaient un ascenseur de service. Ils ne pouvaient accéder à l'appartement que par une porte de service. Et quand bien même, le concierge devait leur ouvrir. Or, la porte de service de l'appartement de Linda est verrouillée. La porte était fermée de l'intérieur. Une seule clé permettait de l'ouvrir et il y avait un verrou en plus qui ne s'ouvrait que de l'intérieur. La police a vérifié quels ouvriers étaient dans l'immeuble ce jour-là et aucun d'entre eux n'était jamais entré dans l'appartement de Linda. On a interrogé tout le monde et rien ne permettait d'établir que le tueur pouvait être l'un des ouvriers. Mais les enquêteurs découvrent qu'un autre ouvrier aurait pu en vouloir à Linda et qu'en plus, il avait accès à son appartement. Francisco Arena avait visiblement eu une relation avec Madame Stein. Il était artisan et avait travaillé chez elle. Dans une affaire de meurtre, qui dit histoire d'amour, dit potentiellement rupture conflictuelle, colère et ressentiment. Donc il aurait pu vouloir se venger d'elle, mais finalement, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Il a rapidement été rayé de la liste des suspects. Il avait un alibi et il n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance du bâtiment. Les ouvriers sont lavés de tout soupçon. Les enquêteurs cherchent donc à savoir qui d'autre était présent dans l'immeuble ce jour-là. On a visionné les images de vidéosurveillance. Une fois qu'il a été établi que c'était un homicide, on s'est rapproché du concierge qui nous a fourni les bandes. Le liftier a pu identifier toutes les personnes qui sont entrées et sorties de l'immeuble ce jour-là, ce qui leur a énormément facilité la tâche. On lui a demandé qui était monté chez Linda à part Mandy. Il nous a dit que la seule autre personne qui était venue chez elle ce jour-là, c'était Natavia Lowery. La jeune femme de 26 ans n'est autre que l'assistante personnelle de la victime. Elle est employée par l'agence immobilière pour laquelle Linda travaillait. Leur meilleur vendeur avait droit à une assistante personnelle. Et ils recrutaient ces personnes via une agence d'intérim. Ils payaient une assistante au vendeur qui faisait le plus de chiffres. Et Linda leur rapportait beaucoup de contrats. Ce n'est pas du tout Linda qui l'avait recrutée. Natavia a été envoyée par l'agence. Elle avait barqué un beau jour en lui disant « Je suis votre nouvelle assistante ».
C'est comme ça qu'elles se sont connues. Elle était entrée et sortie plusieurs fois de l'immeuble. Donc, les enquêteurs voulaient lui parler. D'autant plus qu'elle était vraisemblablement la dernière à avoir vu Linda vivante. Mon lieutenant et moi, on a été la chercher à l'agence où elle travaillait et on l'a ramenée au poste de police. On lui a dit qu'on avait quelques questions au sujet du meurtre de Linda. Quand on lui a appris que sa patronne venait de se faire tuer, Natavia a d'abord semblé surprise. Ça avait l'air de l'attrister, mais elle n'a pas pleuré. Sa relation avec Linda était purement professionnelle. Donc, contrairement à ses filles, elle n'était pas effondrée. Elle s'est montrée très aimable avec les enquêteurs et tout à fait disposée à les aider. C'est une très belle jeune femme. Elle est diplômée de l'Université de Caroline du Nord. Elle est très intelligente et elle voulait devenir actrice. Elles n'avaient pas grand-chose en commun. Linda était une personnalité. Elle était l'agent immobilier des stars, alors que Natavia n'avait toujours fait que des petits boulots et sortait un peu de nulle part. Elle était originaire de Williamsburg, à Brooklyn. Elles étaient toutes les deux venues tenter leur chance à Manhattan. Linda avait un peu mieux réussi. Apparemment, travailler avec Linda n'était pas facile, mais Natavia avait beaucoup à y gagner. Elle était parfois très dure avec ses employés. Ce n'était pas facile, mais dans l'ensemble, elle s'entendait plutôt bien. Et Linda lui apprenait beaucoup de choses. Elle n'était pas qu'une simple assistante. Elle faisait aussi office d'aide médicale à domicile et de secrétaire. À en croire Natavia, Linda fumait beaucoup de marijuana pour supporter la douleur. Et elle avait énormément besoin d'assistance au quotidien. Elle était diminuée. Une tumeur au cerveau, ça se voit. Ça a forcément des conséquences sur la santé. Elle gérait les rendez-vous de Linda, elle s'occupait de ses factures et de sa comptabilité. Elle allait aussi lui chercher son déjeuner et elle la maquillait. Bref, elle l'aidait beaucoup dans son quotidien. Les enquêteurs veulent surtout savoir ce que les deux femmes ont fait ce jour-là. Natavia s'est présentée comme tous les matins à l'appartement pour s'atteler à ses différentes tâches, mais Linda avait décidé d'aller faire de la marche rapide. D'après Natavia, Linda a voulu sortir pour faire une séance de marche rapide. Donc, elle l'a maquillée et elle a ensuite fait 2 allers-retours au bureau pour aller récupérer des affaires. La police lui a demandé comment elle s'était rendue à l'agence. Elle a répondu qu'elle y avait été à pied parce que ça lui revenait moins cher. Elle pensait que Linda la retrouverait là-bas plus tard dans la journée, mais elle n'est pas venue. Elle a laissé un long message, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire à Linda, sur sa boîte vocale, du genre « Je pensais vous trouver au bureau, je me demande où vous êtes, tant pis, on se verra demain ». Lorsque les enquêteurs demandent à Natavia si quelqu'un pouvait en vouloir à sa patronne, elle leur parle d'un de ses anciens petits amis. Raoul avait 49 ans, soit quasiment 15 ans de moins qu'elle. Elle l'avait pris sous son aile. Mais en 2005, ils se sont rapprochés et ont entamé une liaison. Je me suis retrouvé 2 fois en week-end avec eux dans les Hamptons. Et ils semblaient vraiment très attachés à elle. Enfin, de ce que j'ai pu voir. Mais d'après Natavia, Linda avait fini par se rendre compte que Raoul était avec elle par intérêt et elle avait rompu. Il n'était pas vraiment amoureux d'elle. Il s'intéressait surtout à son carnet d'adresses. Le milieu de l'immobilier new-yorkais est impitoyable. On parle d'appartements qui valent des fortunes. Les agents qui les vendent ou les trouvent pour leurs clients touchent des commissions de plusieurs millions de dollars. Il avait peut-être voulu se venger parce que Linda l'avait quitté. Il voulait peut-être lui aussi devenir l'agent immobilier des stars. En visionnant les images de vidéosurveillance, les enquêteurs remarquent un détail troublant. Personne ne l'avait vu, mais elle a remarqué ce reflet dans le miroir. Linda Stein est inhumée le 2 novembre 2007. Certaines des plus grandes célébrités de New York assistent à ses funérailles.
Dans l'Upper East Side de Manhattan, il y a une chapelle très chic où toute la haute société se rend pour les services funéraires. C'est un lieu très prestigieux et très huppé. Bref, c'était un endroit parfait pour célébrer les funérailles de Linda Stein, tout à fait à la hauteur de son personnage. Il n'y avait pas seulement des célébrités. Toute sa famille, ses amis et ses collègues étaient là aussi. Je me souviens très bien que Natavia Lowery était en pleurs au fond de la salle, près de la porte. C'était très déchirant. Elle avait été tuée et on ne savait pas qui était son assassin. Ses filles ont pris la parole. L'une d'elles était en larmes, l'autre était en colère. Elle voulait retrouver celui qui avait fait ça à sa mère. L'ex-mari de Linda, Seymour Stein, a également pris la parole et lui a rendu un très bel hommage. Il était très affecté. Cette mort violente était un véritable choc pour lui. Pourtant, ils étaient séparés depuis des années. L'ex-mari de Linda et leurs 2 filles ne sont pas impliqués dans la mort de la femme d'affaires. Pour l'heure, le principal suspect des enquêteurs reste Raoul, un de ses anciens amants avec qui elle avait rompu 1 an plus tôt. Apparemment, Julia avait découvert que Raoul menait une double vie et avait des enfants dont il ne lui avait jamais parlé. Et contrairement aux ouvriers, il avait des raisons de vouloir la tuer. S'il sortait avec Linda par intérêt, il pouvait effectivement lui en vouloir d'avoir rompu et de lui avoir fait perdre toutes ses chances de réussir. Mais il s'est avéré qu'il était hors de cause. J'ai interrogé Raoul. Il a finalement été rayé de la liste des suspects. Il avait un alibi et d'après les images de vidéosurveillance, il n'était pas présent dans l'immeuble ce jour-là. Donc, effectivement, il faisait partie des rares personnes à avoir rapidement été lavé de tout soupçon. Du coup, pour les enquêteurs, c'était retour à la case départ. Ils ont donc décidé de visionner une nouvelle fois les images de vidéosurveillance au cas où un détail leur aurait échappé. Il a fallu visionner les 24 heures de vidéosurveillance filmées par les 5 ou 6 caméras de l'immeuble. Non seulement c'est long, mais c'est très fastidieux. Pendant ce temps-là, une équipe de techniciens a passé l'appartement de Linda au peigne fin à la recherche de nouveaux indices. Ils ont cherché absolument partout. Ils ont retiré les montants de porte et ils ont même démonté le lavabo dans la salle de bain. Ils sont allés jusqu'à chercher dans les canalisations, en quête ne serait-ce que d'un cheveu, d'une cellule morte ou n'importe quoi d'autre qui aurait pu permettre d'identifier le tueur. Malheureusement, ces recherches ne donnent rien. Mais quelques jours plus tard, les enquêteurs vont enfin avoir une piste grâce à l'œil averti de l'une de leurs collègues. En visionnant les images, elle a vu quelque chose que personne n'avait remarqué. À un moment, le concierge ouvrait la porte principale en verre et dans le reflet du miroir du hall, on voyait Natavia sortir d'un taxi avec de l'argent à la main. Ça a tout de suite intrigué les enquêteurs puisque ça contredisait ses premières déclarations. Ça ne collait pas avec ce qu'elle nous avait dit. Elle prétendait que ce jour-là, elle ne s'était déplacée qu'à pied. Or, ce n'était pas ce qu'on pouvait voir sur les images de vidéosurveillance. Donc, elle ne nous disait pas toute la vérité. Si Natavia a pu mentir à ce sujet, elle peut très bien le faire sur d'autres points. C'est ce que va confirmer le rapport d'autopsie. Elle avait soi-disant maquillé Linda avant de partir. Malheureusement pour elle, le rapport d'autopsie a révélé qu'elle ne portait pas de maquillage ce jour-là. Pris un à un, ce ne sont que des petits détails, des choses qu'elle aurait pu oublier ou sur lesquelles elle aurait pu se tromper. Mais mis bout à bout, ça faisait tout de même beaucoup. Quand on ment pour une chose sans importance, ça veut dire qu'on est capable de mentir pour autre chose. Ça méritait qu'on s'y attarde. Le 8 novembre 2007, 9 jours après la mort de Linda, les enquêteurs interrogent une nouvelle fois Natavia. Nous lui avons demandé de nous dire la vérité sur ce qu'elle avait fait après avoir quitté l'appartement de Linda. Et là, elle s'est montrée beaucoup moins bavarde. Elle a commencé par s'énerver qu'on lui demande ce qu'elle avait fait. On lui a dit qu'on savait qu'elle n'avait pas été au travail à pied et qu'elle avait pris un taxi. Au lieu de leur répondre, elle leur a demandé d'aller aux toilettes. Et en revenant, elle avait l'air beaucoup plus calme.
Les enquêteurs ont appris plus tard qu'elle en avait profité pour envoyer des SMS à son petit ami en Virginie. Ils se sont dit qu'ils s'aimaient et qu'ils avaient hâte de se retrouver. C'est plutôt bizarre de faire ça en plein milieu d'une audition avec la police. Mais après tout, pourquoi pas? Natavia ne semble pas prendre les enquêteurs très au sérieux. Il décide donc d'être un peu plus insistant. Elle nous a donné une nouvelle version des faits. Et elle semblait plus affectée. Quand les enquêteurs lui ont fait remarquer les incohérences de ses précédentes déclarations, elle s'est mise dans tous ses états. Et là, elle leur a répondu « Je vais vous dire toute la vérité ». Mais le récit de Natavia semble tout droit sorti d'un mauvais film. Elle nous a raconté une histoire de ninja qui serait entré par la porte de derrière. D'après Natavia, Linda et elle étaient seules dans l'appartement quand soudain un homme masqué était entré et s'était jeté sur elle avec un marteau. Il avait soi-disant menacé de s'en prendre à elle et à sa famille si elle parlait. Et il avait tué Madame Stein. Bref, cette histoire n'avait aucun sens. Non seulement cette histoire de ninja était ridicule, mais surtout, c'était totalement impossible, vu le nombre de caméras de vidéosurveillance dans l'immeuble. On a essayé d'entrer dans le bâtiment sans se faire voir. Mais que ce soit par n'importe quelle entrée, impossible de passer inaperçu et d'échapper aux caméras. Donc, on lui a dit qu'on ne croyait pas à son histoire de ninja. Mais le scepticisme des enquêteurs ne semble pas déconcerter Natavia, qui leur raconte alors une autre histoire. Elle leur a dit qu'il lui arrivait de perdre connaissance et d'avoir des crises de rage en se réveillant. Elle nous a raconté qu'une fois, à la fac, elle s'était évanouie et que quand elle avait repris conscience, elle était en train d'étrangler sa camarade de chambre. Donc là, elle ne prétendait plus ne pas être impliquée. Elle disait « C'est peut-être moi, mais si c'est le cas, je n'en ai aucun souvenir. Je fais des blackouts. » Si elle avait vraiment ce genre de crise, elle en aurait parlé avant. Ce n'est tout de même pas anodin. Natavia comprend alors qu'elle va être inculpée de meurtre, et elle décide finalement de dire la vérité. Il n'était plus question de ninja ou d'évanouissement. Elle avait bien tué Linda, mais c'était par légitime défense. Elle nous a dit que ça se passait très mal avec Madame Stein. Elle était autoritaire, elle la traitait très mal et la regardait de haut. Il était notoire que Madame Stein était très dure, mais elle l'était particulièrement avec elle. Non seulement elle était odieuse, mais en plus, elle avait des remarques racistes. Natavia n'en pouvait plus et elle avait complètement perdu la tête. Mais ce n'était pas prémédité. Natavia signe des aveux complets, qu'elle réitère ensuite devant une caméra pour le procureur. I was mad. I was confused. I was angry, paranoid. It was like a feeling like I never had before. It was like, it felt like she was like my worst enemy, you know? D'après elle, Linda l'aurait poussée à bout et s'en serait prise physiquement à elle. Madame Stein l'avait rabaissée et humiliée. Elle fumait de la marijuana et lui soufflait sa fumée au visage. It's like, I don't let her buy my lunch, you know? I buy my lunch, you know? And so she was like, that's the first I hear somebody black saving their money, right? So she's pointing the cane at me now, right? So she just looks crazy right now. Her hand is, you know, going like that. And then she had like her, it's like a wooden baton type thing. Apparemment, Linda avait une sorte de bâton en bois qu'elle utilisait pour faire du yoga. Un peu comme une canne, mais sans poignée. Et elle la menaçait avec ça, en lui agitant devant le visage. I sit on the couch. So she's like waving a cane and stuff at me. Then it's like, I don't know, like after that remark and stuff and, you know, her screaming and yelling, I just snatched it from her. So I took it and it's like, I just hit her with it. Elle a dit qu'au bout d'un moment, elle avait complètement perdu la tête. Ça faisait trop longtemps que Linda s'en prenait à elle. Elle avait craqué.
Elle ne supportait plus qu'elle lui souffle sa fumée en pleine figure et lui fasse des remarques racistes. C'était trop. Elle a vu rouge et elle est devenue folle. Natavia s'est alors mise à frapper sa patronne sans pouvoir s'arrêter. And I did it like a couple more times. On her head. After the first time she fell, and then you continued to hit her on the head with the stick. Yes. You know how many times you hit her? That wasn't myself. I can't count. L'affaire était réglée. Elle avait avoué et il y avait des preuves. Il n'en fallait pas plus pour la faire condamner. Elle avait avoué avoir tué Madame Stein avec ce bâton. Le 9 novembre 2007, 9 jours après les faits, Natavia Lowery est arrêtée et inculpée du meurtre de Linda. On est sorti avec elle du poste de police vers 9-10 heures du matin. Dire que je l'avais vue aux obsèques en train de pleurer au fond de la salle. Elle voulait être actrice. Elle a réussi à nous berner pendant un temps, mais on a été plus fort qu'elle. Mais le dossier de l'accusation va être sérieusement remis en question avant même que Natavia ne soit jugée. La façon dont les aveux de Mademoiselle Lowery avaient été obtenus était très discutable. Le 9 novembre 2007, Natavia Lowery est inculpée du meurtre de sa patronne de 62 ans, Linda Stein, l'agent immobilier des stars. Le juge la place en détention sans possibilité de libération sous caution, mais ses avocats n'ont pas l'intention d'en rester là. Ils ont avancé que ces aveux avaient été obtenus illégalement et que donc ils étaient irrecevables. Les enquêteurs ont pris sa déposition sans la présence de son avocat, alors qu'ils savaient qu'elle en avait un. Ces aveux n'auraient jamais dû être recueillis de cette façon. On l'aurait soi-disant retenue en otage et on aurait obtenu ses aveux sous la contrainte, parce qu'elle présentait un syndrome de Stockholm. Non mais, sérieusement. Alors qu'à son arrivée dans nos locaux, on lui a tout de suite dit « Avez-vous un avocat? On va vous lire vos droits. Si vous êtes représenté par un avocat, l'audition s'arrête là. » Elle a renoncé à garder le silence. Et nous avons commencé l'interrogatoire. Le juge rejette l'argument de la défense et accepte que les aveux filmés de Natavia soient utilisés lors de son procès. Mais ce n'est pas tout. C'était déjà un revers de taille pour la défense. Mais ces relevés de compte ont permis au procureur d'avoir encore plus d'éléments à charge. On a demandé à accéder à ces relevés bancaires, en précisant qu'il nous les fallait le plus vite possible. Mais comme tout devait se faire par le biais d'un mandat et qu'on est à New York, ça a pris un certain temps. Ces relevés de compte montraient clairement des entrées d'argent plus que douteuses. Natavia avait volé des dizaines de milliers de dollars à Linda, et ce, pratiquement dès le premier jour où elle avait commencé à travailler pour elle. On sait que Natavia a volé environ 30 000 $ pendant qu'elle occupait ce poste. Ces relevés bancaires sont joints au dossier de l'accusation pour le début du procès en janvier 2010, soit plus de 2 ans après les faits. Durant leur témoignage, les proches de la victime confirment qu'elle leur avait fait part de ses soupçons quelques jours avant sa mort. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu ferais si tu découvrais que quelqu'un te volait ?» Je lui ai répondu « J'essaierai de régler ça. » Donc Linda m'a dit qu'elle allait en parler avec la personne concernée et qu'elle allait lui dire les choses franchement, ce qui, bien entendu, n'était pas un problème pour elle. La théorie de l'accusation était que Linda avait dit à Natavia qu'elle savait qu'elle lui volait de l'argent et que c'est pour ça que cette dernière l'avait tuée. La défense n'a même pas essayé d'argumenter que cette histoire de vol était fausse. Ils ont au contraire tenté de l'utiliser à leur avantage. L'argument étant que Natavia était peut-être une voleuse, mais que ça ne faisait pas d'elle une tueuse, et que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte. Il était tout à fait possible que ces déclarations aient été sciemment orientées. L'accusation montre au jury la séquence de 90 minutes, au cours de laquelle Natavia change plusieurs fois sa version des faits, avant de finalement avouer le meurtre et le décrire en détail. I just snatched it from her. Once I had took it, and it's like I just hit her with it.
Sur ces images, elle prétend que Linda était en train de lui souffler la fumée de son joint de marijuana au visage. Malheureusement pour elle, le rapport d'autopsie ne disait pas du tout la même chose. D'après les analyses toxicologiques, elle n'avait pas fumé de marijuana. Pour l'accusation, Natavia n'a pas du tout perdu la tête comme elle le prétend. Elle savait très bien ce qu'elle faisait et elle a tenté de maquiller le meurtre. Elle a recouvert le visage de Linda avec sa capuche, puis elle a répondu à un appel téléphonique en disant qu'elle n'était pas là, mais qu'elle n'allait pas tarder. Ensuite, elle s'est rendue au distributeur et a retiré 800 $ sur le compte de Linda. Sur les images de vidéosurveillance, on la voit arriver au travail peu avant midi et repartir à 13h19 avec un sac. L'accusation pense que l'arme du crime était peut-être dedans. On ne l'a jamais retrouvée. Elle attirait également l'attention du jury sur son pantalon. Ce jour-là, à son arrivée, mademoiselle Lowery portait un pantalon cargo. Or, quand elle est ressortie, elle avait bien le même pantalon, mais bizarrement, on ne voyait plus ses poches latérales. Ce qui laisse penser qu'elle le portait à l'envers. On a par la suite découvert, grâce à ses relevés bancaires et aux images de vidéosurveillance d'un magasin de vêtements, qu'elle était allée s'acheter exactement le même pantalon pour pouvoir en changer. Leur théorie était qu'elle avait mis son pantalon à l'envers parce qu'il y avait le sang de Linda dessus. Mais comme l'a fait remarquer la défense, l'accusation ne pouvait fournir ni ce pantalon ni aucun autre élément permettant d'incriminer Natavia. Si elle l'avait vraiment battue à mort, on aurait dû retrouver des traces quelque part, notamment sur ses vêtements, où il y aurait eu des traces de lutte dans l'appartement. Après un mois de procès, le sort de Natavia est désormais entre les mains des jurés. Il ne leur faut pas plus de 5 heures pour délibérer. Natavia Lowery a été reconnue coupable de meurtre. Elle a écopé d'une peine de 25 ans pour le meurtre de sa patronne, mais aussi d'une autre peine pour les vols. Elle ne pourra pas faire de demande de libération conditionnelle avant 27 ans. While no verdict or sentence will ever bring our mother Linda Stein back to us, we are extremely satisfied with the decision. I'm relieved for society that that woman will never be on the street. Justice a été faite, mais une question demeure. Linda a-t-elle été tuée parce qu'elle maltraitait son employé ou simplement parce que celle-ci en voulait à son argent? On peut envisager cette affaire de deux façons. Soit sa patronne était tyrannique avec elle, elle n'en pouvait plus et s'est vengée. Soit Natavia en voulait à son argent et un jour, elle a eu un coup de folie parce que c'était quelqu'un d'instable. Si on n'avait pas découvert qu'elle lui volait de l'argent, vu le cinéma qu'elle nous a fait, elle aurait pu réussir à s'en tirer. Mon amie me manque, son franc-parler me manque. C'est justement ce que j'aimais chez elle. Elle était très directe, comme toute bonne New-Yorkaise qui se respecte. Mais c'était aussi une femme adorable. Et j'ai eu la chance de connaître cet autre visage d'elle.